Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Lucie Passard et vous ouvre à nouveau les portes d'À Voix Libre. Depuis cet été, il est vrai, les épisodes se sont arrêtés. Ils demandent un investissement financier et de temps que je n'ai pas pu donner. Et puis, ils ont finalement représenté mon propre chemin militant, chemin que je cherche moi-même, en côtoyant ici à Bordeaux des associations, des institutions, des partis politiques, mais plus récemment des mouvements plus souterrains ou que l'on pourrait nommer de désobéissance civile. Alors j'écoute, j'apprends les bases de la vie collective, de l'engagement. Je fais ma route, tout comme j'espère ce podcast vous aidera à faire la vôtre. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pensé à laisser des avis ou à m'écrire. Vraiment vos messages me donnent envie de continuer sur cette voie. Aujourd'hui, nous allons parler de militantisme politique comme nous ne l'avions pas encore fait. Nous n'allons pas à la rencontre d'un parti traditionnel. Nous allons découvrir Florie-Marie et le Parti Pirate, un parti méconnu et horizontal qui souhaite profondément transformer la démocratie. Je ne vous en dis pas plus, direction Paris, dans l'appartement de Florie. Bonne écoute! Bonjour Florie. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi parce que toi comme moi on vient tout juste de déménager, donc je sais que c'est pas forcément évident. Alors moi je te connais de loin depuis des années, de par mon frère, même si là c'est la première fois que je te rencontre in real life, on va dire. Donc toi tu es porte-parole du Parti Pirate, tu as été en tête de liste aux européennes et même dernièrement tu as vu candidate aux législatives. Je sais que tu as été entre autres chef de cabinet d'une mairie, qu'avant ça tu as travaillé pour Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, voilà, où en es-tu? Et puis c'est quoi finalement la journée type de Florie-Marie? Le public veut savoir. Alors aujourd'hui, je suis salariée dans une petite entreprise privée. Je travaille pour un petit logiciel et je suis très contente de ce que je fais et je suis très contente d'avoir arrêté de travailler dans la politique parce qu'aujourd'hui je suis militante, purement militante et complètement bénévole pour le Parti Pirate pendant tout mon temps libre. Donc la journée c'est je commence je fais ma journée de travail comme n'importe quelle personne normale a une journée de travail je finis ma journée de travail vers 18-19 heures, sauf parfois où j'ai envie de finir des projets un peu plus tôt du coup je finis un peu plus tard. Je commence ma journée militante entre guillemets vers 18-19 heures et là j'enchaîne les réunions, les discussions avec les militants, la rédaction de textes ou la relecture de textes et c'est comme ça les soirs, les week-ends. Alors en ce moment c'est un peu plus cool parce que les élections viennent de se terminer, mais ça fait depuis 5 ans que c'est comme ça et que je suis bénévole au Parti Pirate la plupart de mon temps libre. Et du coup ce Parti Pirate, c'est un parti qui est peu connu encore et dont le nom peut faire peur ou faire sourire. Je sais pas ce que t'en penses, c'est l'un ou l'autre. Pourtant sa devise c'est liberté, démocratie, partage, donc pas de quoi avoir peur. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'historique du parti et puis surtout nous dire comment toi tu arrives à le rejoindre et puis le développer en France parce que je crois que c'est un peu toi qui es l'initiatrice de ce développement. Ouais, c'est me mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules. Alors moi j'ai rejoint le Parti Pirate en 2017. Pendant les élections législatives de 2017, pendant la campagne, ils cherchaient des candidats et des candidates. Et moi, je cherchais un peu autre chose à faire de mes journées que regarder le temps passer. Parce qu'à l'époque, j'étais au chômage, je venais de quitter mon boulot chez les Verts. Et j'avais plus d'engagement. Enfin, j'avais plus d'engagement dans un parti politique. J'avais plus de j'avais plus de raison vraiment. Ouais. Enfin, si j'avais une raison d'être, c'était de vivre finalement, mais j'avais pas vraiment de raison de m'engager politiquement et j'avais vraiment envie de continuer à m'engager politiquement. Et du coup, je voulais pas forcément le faire dans une association. Je connaissais le Parti Pirate de loin et j'avais envie de m'engager dans quelque chose que de différent qu'un parti traditionnel. Donc il existait déjà en France ouais. À ce moment-là. En 2017, ouais, ça faisait le Parti Pirate, il a été créé en 2006 en Suède et il est arrivé en 2009-2010 en France. Donc ça faisait déjà 7 ans qu'il existait en France. Et 7-8 ans, ouais. Et en 2017, ils avaient lancé une campagne pour les élections législatives de recrutement pour avoir des candidatures. J'ai dit oui. J'ai rejoint le Parti Pirate, sauf que comme j'avais tout ce passif dont tu parles juste avant chez les Verts, j'étais salariée en charge des élections chez les Verts, j'avais toute l'expérience
mener une campagne électorale, travailler sur des campagnes électorales. Je connaissais le code électoral, donc je suis arrivée avec mes gros bagages d'expérience et j'ai commencé à faire la campagne avec eux des législatives. Et en arrivant au Parti Pirate, j'ai vu une petite organisation qui était un peu à bout de souffle, avec pas mal de gens qui avaient du mal à faire avancer la structure, et puis surtout avec une envie d'aller vers quelque chose de nouveau et de créer quelque chose de nouveau, mais comme si l'organisation était bloquée sur un fonctionnement traditionnel sans savoir comment en sortir en fait. Donc il y avait à la fois la volonté de travailler avec une démocratie délégative ou liquide, et en même temps, la structure de base avec des statuts traditionnels, comme on voit dans les organisations traditionnelles, un fonctionnement plutôt vertical, avec des décisions qui se prenaient au niveau national, etc., etc. Du coup, en voyant ça, donc après les élections législatives, il devait y avoir de toute façon une réforme statutaire qui devait être menée au Parti Pirate. Et moi, j'avais une hâte, c'était de travailler sur cette réforme statutaire. J'avais commencé à bosser sur des statuts depuis longtemps. En fait, j'avais une idée de un fonctionnement horizontal nouveau, et j'avais envie de l'adapter dans un nouveau parti politique. Du coup, j'en avais parlé déjà chez les Verts à l'époque où je travaillais chez les Verts, et puis ils m'avaient dit non mais ça marchera jamais ton truc, tu vas pas faire voter tous les gens tout le temps sur toutes les décisions, non mais ça marche pas ça. Et du coup, je suis arrivée au Parti Pirate avec cette idée-là en tête, et le Parti Pirate m'a apporté quelque chose que je connaissais pas encore, c'était le principe de démocratie délégative. Donc avec mon idée de fonctionnement horizontal, on a mélangé ça avec la démocratie délégative, et ça a donné des statuts qu'on a adoptés en 2018. Ce qui fait que un peu moins d'un an après mon arrivée, parce que je suis arrivée en avril 2017 et en mars 2018, du coup un peu moins d'un an, on a adopté les nouveaux statuts, donc les statuts actuels du Parti Pirate, qui proposent une organisation complètement horizontale, une prise de décision collégiale, mensuelle, avec tous les pirates qui participent aux décisions, et des statuts qui sont complètement nouveaux en la matière, et j'en suis vachement fière du coup. Ouais. Et avec un système de démocratie délégative où on peut donner sa voix à une personne ou voter sur une ou plusieurs décisions, sur un ou plusieurs thèmes. Enfin, c'est vraiment, on est sur un truc liquide, du coup, démocratie liquide, qui permet d'éprouver le plus possible ce système de démocratie délégative. Mais pour ceux qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire démocratie liquide, tu peux l'expliquer avec des mots très simples? Alors, la démocratie liquide ou démocratie délégative, c'est la même chose. Hein. Le principe, c'est qu'on va, plutôt que de voter pour une personne, on va plutôt voter pour des idées, pour des choses, pour des propositions au Parti Pirate. Ce qui était le slogan du Parti Pirate aux dernières législatives. C'est vrai. Ne votez pas pour nous, votez pour nos idées. Exactement. Il est génial. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est une très belle trouvaille. C'est pas de moi, donc je peux d'autant plus dire que c'était une très belle trouvaille. Donc on va donc plutôt que voter pour une personne, on va plutôt voter pour des idées, et on va voter aussi pour des personnes, hein, ça nous arrive, mais on va pas désigner un représentant. On va soit voter nous-mêmes pour les idées ou pour les personnes qui doivent nous représenter à certaines occasions, pour les porte-paroles ou pour ce genre de personnes, soit on va donner nos voix à une autre personne qui va... donc je dis nos voix à raison parce qu'au Parti Pirate, on a décidé de donner 100 voix à chaque adhérent dès le départ. Donc on a tous 100 voix, et on peut en donner une ou plusieurs à une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs thématiques ou sur tous les thèmes. Donc dire par exemple... moi j'arrive au Parti Pirate, je connais rien au Parti Pirate, je vois pas comment ça fonctionne, je sais pas, j'y connais rien dans plein de sujets différents, j'attends de voir, du coup je vais adhérer, et puis avant de comprendre comment ça fonctionne, je vais faire confiance à quelqu'un, et je vais donner mes voix à une personne qui m'a fait adhérer ou qui m'a fait rejoindre le Parti Pirate, et donc je vais lui donner toutes mes voix ou une partie de mes voix, ou à plusieurs personnes, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui m'ont fait rejoindre le Parti Pirate, et à partir de là, cette personne-là va voter à ma place sur les décisions. Mais une fois que j'aurai bien compris comment fonctionne le Parti Pirate, que je saurai comment me positionner, comment voter, etc., bah je reprendrai mes voix. Et c'est là le côté un peu liquide, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, n'importe quand, on peut reprendre ses voix et voter en notre nom propre sur toutes les décisions qui sont proposées au vote au Parti Pirate. Et encore une fois, tous les mois, il y a des décisions. Genre là, on est en juillet... En juin, il y avait des élections pourtant. On a quand même, je crois, 7 décisions à prendre sur le mois de juin. En juillet, l'Assemblée permanente, elle n'a pas encore commencé. Elle commence à la fin de la semaine, là. Et il y a déjà des décisions qui vont être posées. On sait qu'il y aura au moins 3 décisions qui vont être proposées au vote. Donc il y a toujours des choses à voter.
et on peut toujours intervenir sur le programme du Parti Pirate, sur le fonctionnement du Parti Pirate, sur la gestion du Parti Pirate en tant que simple pirate. Et justement, le Parti Pirate, parce que là, je sais que la plupart de mes auditeurs, en fait, on parle au grand public ou à des gens qui connaissent pas du tout, mais vraiment pas du tout. D'ailleurs, moi, j'en parle souvent à des amis, donc soit ça les intéresse, soit ça les interpelle, parce que le nom interpelle. Mais disons que donc déjà le Parti Pirate, c'est avant tout un code auquel il est important d'adhérer si on veut rejoindre le parti. Moi, j'avais découvert en premier lieu le code, et je pense que quand on lit les différents points, si on se reconnaît, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est également, en fait, en plus du code, il y a un programme qui est très très long qu'on peut retrouver sur le site. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, il n'y a aucune thématique qui est oubliée, parce que au départ, moi j'ai connu le Parti Pirate de par mon frère qui était très engagé, et en fait je pensais que c'était un parti qui ne militait, donc comme les animalistes ne militent que pour le droit animal, et le Parti Pirate ne milite que pour le numérique. Et en fait il y a un programme très très riche, mais sur tous les domaines, l'écologie, la société, la culture, les transports, voilà. Mais du coup, pour quelqu'un qui connaît pas du tout, parce que ça va être très long à détailler, on renvoie les gens évidemment vers le site. Dans les grandes lignes, quelles idées pour toi porte ce parti ? Voilà, quelques lignes sur les plans peut-être du numérique, aussi de l'environnement ou du social, ou peut-être même des mesures concrètes. Tu vois, parce que moi, quand on m'a demandé pendant les législatives, c'est quoi un peu ce parti ? J'ai sorti des points très concrets, en fait, comme le remboursement des protections menstruelles pour les femmes, comme les transports gratuits et accessibles pour tous, pour la libre circulation des personnes. Alors c'est intéressant voilà. Ce que tu dis. Et en fait, voilà. Et ouais, je sens que j'ai dit une bourde. Non, mais c'est parce qu'on a eu ce point de programme, et on est revenu dessus pour une raison très simple, c'est qu'on est incapable aujourd'hui de dire que les transports gratuits, compliqué. Les transports gratuits partout dans toutes les villes, finalement, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, en fait. Ouais, moi, tu vois, j'étais plus sur le truc où je me dis, ouais, ce serait bien de faire ça avec un tarif symbolique. Ouais. Quelque chose comme ça. Après, non, ça va être un peu long. Mais c'est ce que je me suis dit, parce que là, il y a l'Allemagne qui a sorti ses billets à 9 €, je crois, pour voyager un mois, et c'est génial. Mais en fait, ils sont pas du tout préparés au flux que ça engendre. Et derrière, il y a toutes les contraintes financières. Voilà. Bon, en tout cas, à l'époque où j'en ai parlé, c'était encore en ligne sur le site, donc c'est ce que j'avais vraiment retenu. Et moi, je me dis quand même, dans l'urgence climatique et celle qu'on connaît aujourd'hui, oui, mais si tu fais payer les transports en commun un prix impossible en fait pour la plupart des Français, évidemment, qui vont pas s'y tourner. Donc c'était quelque chose que je défendais, mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a des points là où certains partis, on a du mal à comprendre un peu ce qu'ils racontent. Ce qui m'avait surpris les premières fois, et c'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré, c'était ces points très concrets dans lesquels on peut facilement se reconnaître. Donc je sais pas si t'en as quelques-uns à nous citer, ou si tu veux plutôt nous citer les grandes lignes. Voilà, je te laisse libre et maître de la suite. Alors, les transports en commun gratuits, c'est intéressant parce que c'est un point que j'ai moi-même proposé au départ pendant les élections municipales, et que j'ai moi-même proposé de retirer après les élections municipales. Ah oui, parce que en fait, en y réfléchissant, je me suis dit mais j'ai vraiment étudié le sujet des transports en commun gratuits. J'ai vraiment fait le pour, le contre. J'ai tout mis dans un grand sujet sur le forum du Parti Pirate. Donc il y a vraiment toutes les informations dessus. Et je suis revenue dessus parce que il s'avère que économiquement parfois il peut être finalement c'est plus avantageux que les transports soient payants pour tout un tas de raisons, et notamment pour des raisons de financement des transports de l'existant. Donc quand on a des transports en dur, par exemple les métros ou les trams, les rendre payants c'est plus intéressant économiquement pour pouvoir les maintenir, et tant qu'on n'a pas la possibilité de maintenir ces transports-là, c'est compliqué de les rendre gratuits. Alors après, rien n'empêche de rendre les transports en commun gratuits pour des publics précaires, les jeunes ou les personnes sans emploi ou les personnes âgées, mais pas forcément pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui vont en fait c'est le problème du report modal, en fait, c'est que on va dire que les transports vont être gratuits, et finalement les transports gratuits, ça va faire que les personnes qui finalement auraient pu marcher
vont prendre les transports en commun. Et le report modal, il se fait plus sur les personnes qui auraient pu marcher ou ah ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Voilà. Et que les personnes qui prennent leur voiture. Donc il y a un autre point qui est aussi concret, qu'on a adopté il y a pas longtemps sur ma proposition, encore une fois, parce que j'ai réfléchi vraiment au centre urbain. Moi j'en peux plus, les voitures c'est plus possible, transport en commun. Non mais moi je sais, j'ai une voiture, ça le pire, mais le problème c'est que je l'utilise beaucoup pour aller travailler dans le Lot-et-Garonne, et je suis désolée, il y a aucun autre système qui me permet d'aller d'un point A à un point B dans les lieux pour lesquels je dois aller travailler chez mes clients. Donc je me retrouve avec une voiture qui est un peu entre et cette dualité, c'est genre qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'elle reste sur son parking à Bordeaux, au moins elle roule pas, elle consomme pas. En fait, je suis là à payer un parking dans le vent, ou alors quand je la sors beaucoup parce que c'est pour aller travailler pour des clients, etc. Donc ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir pas mal de covoitureurs avec moi. En général, il y a toujours 3 personnes, donc du coup, je me dis bon, voilà, mais est-ce que c'est pas un petit peu greenwashing et se déculpabiliser? Non, mais c'est vrai. Non, mais je me pose beaucoup ces questions. Je suis d'accord. Mais bon, je sais plus pourquoi on en est venu là, mais ouais, la voiture. Donc voilà. Donc quelle proposition? La voiture, c'est une proposition concrète. On veut pas interdire la voiture. Ouais. Loin de là, pas encore. On n'en est pas là. Nous, on préférait avoir un système d'autopartage pour toutes les personnes qui n'ont pas besoin de leur voiture tous les jours, hein, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec leur voiture tous les jours, mais mettre en place un système de partage de voitures, ça pourrait être intéressant dans les zones rurales. Par contre, dans les zones urbaines, concrètement, ce qu'on propose, c'est la suppression de la voiture. C'est-à-dire, à partir du moment où on va rentrer en ville, la voiture est interdite. Et mais comment tu fais quand, comme moi, en fait, ton logement principal, est sur une grande ville, mais que tu es amené à travailler en campagne? C'est là où les parkings relais sont intéressants. C'est-à-dire que... Oui, mais les parkings relais, tu peux pas laisser ta voiture la nuit. Et en fait, moi, c'est ça le problème. C'est que si j'avais un grand parking en périphérie de ma ville, où en fait, je peux la laisser un mois là, et quand j'en ai besoin, voilà. Et là, j'aurais aucun problème. Moi, Bordeaux, je le fais très bien à vélo, je n'utilise jamais la voiture dans Bordeaux, donc je m'en fous de prendre... C'est exactement ça la solution. Ouais. Enfin, la solution, c'est pas, il n'y a pas des solutions miracles, mais c'est exactement ça. Nous, ce qu'on aimerait, c'est justement, donc, le fait d'interdire la voiture en ville, c'est pas simplement se limiter à l'interdiction de la voiture en ville. C'est de dire, on va interdire la voiture en ville, mais on va mettre en place tous les leviers possibles pour que les gens qui ont une voiture puissent ne pas utiliser leur voiture en ville et ne ressentent pas le besoin de l'utiliser. C'est-à-dire de leur rendre leur logement accessible par un transport en commun, et leur voiture, s'ils ont besoin d'avoir une voiture pour sortir de la ville, accessible par un transport en commun, et possiblement de laisser leur voiture à l'extérieur de la ville. Donc on va tout faire, tout mettre en place pour que ce soit possible. Et on a voté un plan de programme où on a dit que en 10 ou 15 ans, on allait mettre en place tous les leviers pour permettre justement d'interdire la voiture dans les centres urbains. Et du coup, ça implique de valoriser l'offre de transport en commun, ça implique de valoriser l'offre de parking relais aussi, et les parkings relais, c'est la possibilité de sa voiture pendant une durée déterminée ou indéterminée dans un parking sans avoir à payer super cher. Et ça, c'est des propositions concrètes qu'on fait. Après, là, on parle des transports parce qu'on est parti sur les transports en commun gratuits et que j'ai répondu. Non, mais si t'en as d'autres. Mais il y en a d'autres. Sur la question, alors après, c'est, encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler des transports parce on est revenu sur un sujet en quelques mois, en fait. On a voté un truc, puis on est revenu dessus sur ma propre demande à chaque fois en plus, parce que je pensais que c'était pas assez abouti et tout. Il y a d'autres sujets sur lesquels on vote régulièrement des choses, sur lesquels on est revenu aussi. Et là, le sujet le plus intéressant en la matière pour la plupart des gens qui aujourd'hui s'intéressent à l'écologie et à l'environnement, c'est la question énergétique. C'est genre le gros sujet. Après, pour revenir sur d'un point de vue global le Parti Pirate, moi ce que j'aime beaucoup c'est les questions démocratiques qu'on défend, parce qu'on propose une véritable réforme de la démocratie, et ça ça pour moi c'est des sujets qui sont ultra porteurs, tu t'en doutes, parce que j'ai quand même écrit les statuts actuels pour la démocratie liquide, c'est vachement important, c'est bien, et mon blog actuellement, j'ai un blog sur lequel je publie des articles. Oui, c'est sur Mediapart, c'est ça. C'est ça, c'est un blog Mediapart, et j'essaie de publier des articles régulièrement, et c'est sur la remise en cause des systèmes démocratiques biaisés aujourd'hui, de notre système à nous. Donc la remise en cause du système électoral pour essayer de le critiquer et d'en sortir quelque chose de nouveau qui nous permettrait d'avoir des élections plus équitables, ou en tout cas une représentation plus juste de la population. Créer un nouveau système. Ouais, pourquoi pas, par exemple. mais en tout cas, moi j'aimerais bien qu'on sorte le plus possible de la représentativité et qu'on rentre le plus possible dans un système démocratique où on puisse tous participer au vote. Et ça implique des grandes transformations dans la société. Mais ça, c'est un peu abstrait aujourd'hui. Donc pour revenir sur du concret,
Sur la question énergétique, en 2019, jusqu'en 2019, donc depuis je crois que c'était en 2015 ou 2016 qu'ils ont adopté ça, donc je dis ils parce que j'étais pas encore membre du Parti Pirate à l'époque, et jusqu'en 2019, le Parti Pirate défendait une politique énergétique anti-nucléaire. Et en 2019, on a eu un long débat très très fourni, et on est revenu sur la question, comme on a l'habitude de le faire sur un tas de sujets. Alors, pas sur tous les sujets, hein. Sur la peine, par exemple. La peine de mort, on reviendra pas dessus, hein. Pour nous, c'est... Non, j'espère. Juste non, quoi. Le droit à l'avortement non plus, ouais. On ne reviendra pas dessus. Mais des sujets... En fait, c'est des sujets... donc, tu parlais du code des pirates tout à l'heure. On a 13 points. On va rester dessus. On va les respecter. Mais en fonction de l'évolution de la société, des connaissances de la science et de la technologie, on va être en capacité de revenir sur certaines questions pour remettre en question justement les décisions qu'on a prises. En l'occurrence, l'énergie, le nucléaire, la question de être antinucléaire ou pas, on est revenu dessus justement parce que on a vu l'évolution sur le sujet de la technologie, de la recherche et du discours politique, mais aussi du discours scientifique sur la question. Et on a pris en considération le fait qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y a donc une production de CO2 qui est de plus en plus importante, qu'il faut réduire, et qu'on a quand même une consommation d'énergie qui est, elle, par contre, de plus en plus importante. Et le fait est qu'aujourd'hui, la production d'énergie, la moins productrice de CO2, la moins polluante pour la planète, c'est la production. Et ça, moi, je suis la première à le regretter parce qu'on n'a pas d'autre réponse à ça. Mais aujourd'hui, c'est le nucléaire. Et moi, je suis anti-nucléaire. J'ai longtemps été profondément anti-nucléaire, dogmatiquement anti-nucléaire. Et aujourd'hui, je suis moins anti-nucléaire, je suis pas pro-nucléaire, mais je reste quand même dubitatif sur le fait qu'on a les moyens aujourd'hui de s'en passer. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution ? Parce que les centrales à charbon, c'est pas... Ça. Alors, ça veut pas dire que le renouvelable, par exemple, n'est pas une solution. C'est une solution en soi, mais c'est pas la solution et c'est pas la seule solution. C'est qu'on doit mélanger le nucléaire avec les énergies renouvelables. Et ça, c'est ce que nous on a décidé en 2019 dans notre prise de position pour une transition énergétique décarbonée. C'est de dire que on peut pas se passer dans le mix énergétique, dans la taxonomie sur la production d'énergie, on peut pas se passer aujourd'hui du nucléaire. On peut pas dire on va fermer toutes les centrales nucléaires parce que c'est pas bien. Alors que de toute façon, pas bien. Elles sont déjà existantes entre guillemets. C'est ça, elles existent déjà. On a fermé Fessenheim. On pourra pas rouvrir Fessenheim et il n'est pas question de rouvrir Fessenheim, surtout pas, parce que ça coûterait beaucoup trop cher et ce serait énergétiquement un vrai gouffre. Ce serait vraiment une horreur. Par contre, aujourd'hui, on peut pas dire il faut arrêter la construction de l'EPR. Au contraire, il faut continuer, il faut le terminer cet EPR. Maintenant qu'il est commencé, on est beaucoup trop avancé aujourd'hui pour s'arrêter maintenant. Et envisager peut-être d'en construire j'ai pas envie de dire 50, je suis pas dans cette dynamique-là, mais d'en construire suffisamment pour justement produire suffisamment d'énergie pour éviter de se retrouver à produire de l'énergie carbonée comme nos voisins le font aujourd'hui, malheureusement. Et donc ça nécessite effectivement qu'on se tourne vers cette énergie-là aujourd'hui. Rien ne nous empêche de continuer la recherche, rien ne nous empêche de continuer à chercher autre chose, mais en l'état, voilà. Et ça, c'est une position que nous, le Parti Pirate, on a pris. Malgré le fait qu'on avait avant une autre position, on a remis en question notre position là-dessus au regard de notre code qui est les pirates sont environnementalistes, on respecte l'environnement et ça implique du coup qu'on remette en question notre position anti-nucléaire. Ou pareil, les pirates sont environnementalistes, on respecte le vivant et ça nous implique nous de nous opposer à tout ce qui est brevetabilité du vivant. Mais pour autant, on va pas s'opposer aux OGM. C'est une réflexion vraiment sur à quoi ça peut être utile et en même temps en quoi est-ce que c'est si néfaste que ça sur l'environnement finalement. On peut survivre grâce à ça et en même temps on peut pas s'opposer à la recherche, on peut pas s'opposer à tout ce qui nous permettrait aujourd'hui de peut-être passer outre les difficultés qu'on va avoir. Après, moi, je suis comme tout le monde, je sais bien qu'on est un peu dans la merde en ce moment. C'est trouver des solutions parmi ce qu'on a, c'est compliqué, mais voilà. Du coup, le Parti Pirate, l'avantage qu'on a, c'est que on va pas suivre dogmatiquement une idée ou un chef. On va réfléchir
et se poser et prendre le temps de la réflexion pour sortir un programme que tu disais très conséquent. Je crois qu'il y a 250 pages, un truc comme ça. Ouais, aujourd'hui. c'est 350 pages. C'est assez long, ouais. On se rendait pas compte au départ. Moi, j'arrêtais pas de dire. Il y a encore un an, je disais, mais le programme il est tout petit et tout. Et en fait, on l'a re-rangé. Non, il est assez long parce que je sais que comme je devais me présenter ma candidature aussi aux législatives, je me suis dit mince, il y a peut-être tel point où je sais pas en fait, enfin j'étais en panique et du coup j'ai vu la conséquence du truc et je me suis dit bon en fait il y a plus de points où en fait je sais plus où on en est parce que justement les décisions viennent mais parfois quelques mois après elles sont retirées. Donc du coup je voulais être sûre de tout comprendre en fait, enfin d'être au clair avec le programme du moins pour les législatives. Donc c'est vrai qu'il est assez conséquent et ce qui m'interpelle c'est que tu dis souvent nous, et ça c'est assez rare en fait d'une personnalité politique. Il y a souvent ce nous et du coup je me dis, est-ce qu'on n'envisagerait pas justement un système où au lieu d'avoir des élections où tu votes pour des personnes, en fait on serait appelé au bureau de vote ou aux urnes beaucoup plus souvent, peut-être même une fois par mois en fait en tant que Français, et en fait on viendrait voter pour une mesure. Parce que là en fait le système tel qu'il est, c'est surtout tu votes pour tes représentants, tu votes pour tes députés, tu votes pour tes conseillers, etc. Mais finalement, après, les idées, les grands débats, ils sont pas tant que ça débattus avec nous. Et on a beaucoup de désillusions aussi parfois pour la personne qu'on a choisie. Ou alors la personne qu'on a choisie, finalement, va représenter quoi ? Un siège à l'Assemblée et... dans la plupart des situations, la personne qu'on a choisie, elle est pas élue. Hein. Donc les personnes qui sont élues aujourd'hui, elles sont clairement pas représentatives de la population. Ça c'est un fait indéniable malheureusement. Mais que ce soit au niveau à n'importe quel échelon électoral, personne aujourd'hui ne représente la population ou en tout cas une population où il y a 54% d'abstentionnistes déjà, au second tour qui ne sont non, puis pas sur du un tout système, non mais il y a pas que ça parce que effectivement l'abstention c'est hyper important. L'abstention c'est hyper important. Elle est hyper importante malheureusement et c'est hyper important dans le débat politique aujourd'hui de se dire que il y a 54% aux législatives mais quand tu regardes les autres élections ça dépasse 60% donc des fois c'est juste ça crève les plafonds et on se pose même pas de questions. Et on se pose pas de questions d'autant plus qu'on affiche les résultats en retirant l'abstention et donc on a l'impression que les gens sont élus. On retire même le vote blanc oui, donc aussi, finalement mais c'est moins important mais on le retire aussi et on a l'impression que nos élus sont élus avec 50% des voix alors que non pas du tout. Il y a même des élus au second tour là qui ont été élus avec 6-7% des voix et ça c'est une catastrophe, vraiment c'est une catastrophe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que aujourd'hui, alors malgré le fait qu'on a l'impression d'une sorte de proportionnel au niveau de l'Assemblée nationale, parce que il y a 300 sièges de La République En Marche, 200 sièges à gauche et 200 sièges à droite à peu près, enfin non parce que ça fait pas exactement 100 sièges, enfin bref peu importe, il y a 577 sièges donc tu fais ton calcul, mais malgré le fait qu'on a l'impression qu'on a une sorte de représentation proportionnelle de la population, c'est pas le cas. En fait, on a des élections législatives. Là, si on parle des législatives, c'est un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Donc ça veut dire, et c'est en plus sur un système de circonscription. Ça veut dire que la représentation aujourd'hui nationale, les personnes qui vont légiférer en notre nom, représentent des circonscriptions et représentent pas des circonscriptions. Elles représentent une portion, pas la majorité, mais une portion de la population par zone géographique. Ça n'a absolument aucun sens. Tu ne peux pas aujourd'hui représenter équitablement la population en étant élu par circonscription sur un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Ça n'a pas de sens. Ce qui aurait du sens, et c'est ce que défend le Parti Pirate, c'est d'organiser un scrutin plurinominal, donc un scrutin de liste, avec un seul tour, comme aux élections européennes. Ça aurait du sens. Avec un seul tour sur toute la France. C'est-à-dire qu'on fait, comme aux élections européennes, une liste nationale avec un certain nombre de noms, pas 577 parce que ça n'a pas de sens non plus, mais avec un certain nombre de noms, on fait un scrutin national en disant voilà, vous allez présenter tant de candidats et tous les partis vont pouvoir se présenter. On met en place un système de bulletin unique aussi. Parce que, mais tu sais que là, depuis que t'as dit ça, j'étais en train de me dire vas-y, là il faut que je place le bulletin unique. Parce que c'est quand même pas normal en 2022 avec la crise écologique que tu reçois tes petits bulletins uniques par la poste, que tu retrouves encore au bureau et en plus t'es obligé de prendre ceux que tu vas jeter. En fait, ils sont là juste, mais ça n'a pas de sens. Hein. Non, mais ça n'a aucun sens. Tu vas aller plus loin
encore, tu te dis que d'accord, t'as tes bulletins et tout, tu sais qui est-ce qui les paye les bulletins. Mais c'est les partis, mais ça je le sais parce que c'est les candidats même. Ouais, c'est ça, bah oui, c'est les candidats parce que justement quand moi je me suis intéressée à la question pour les législatives, du coup je discute avec certains membres du parti, ils me disent voilà, le budget c'est à peu près 2000 € pardon pour ta circonscription. Je dis bah voilà, comment ça se passe, et en fait j'ai très vite compris, et mais je sais d'autant plus parce que en fait j'ai un membre de ma famille, donc mon frère en l'occurrence, qui s'est présenté aux européennes alors je sais plus quelle année c'était, 2019, donc il était 8e de liste, et en fait je me souviens, il en a parlé à mes parents qui eux sont au fin fond du Lot-et-Garonne, et en fait il y avait pas de bulletin pour son parti, il y avait même pas d'affiche, donc déjà il y a pas d'affiche, donc en fait tu sais même pas, enfin les jours qui précèdent l'élection, t'as très peu de chances de savoir que bah t'as un autre candidat, voilà. Mais le pire c'est que t'arrives dans le bureau de vote, tu n'as pas de bulletin pour le parti pirate, donc t'as encore moins de gens qui se disent tiens bah il y a ce parti, peut-être que voilà c'est une autre voie, voilà. Et en plus de ça il m'explique à ce moment-là. Et en plus, bah, le bulletin doit être imprimé sur du papier, 70 mg, en format comme ça. Donc en fait, tu dois l'imprimer chez toi. C'est ça le truc, c'est que du coup, tu n'en auras pas dans les bureaux de vote. Si tant et soit peu que tu sois au courant qu'il y a une candidature pirate et que tu veux la soutenir, tu dois imprimer ton bulletin sur du papier 70 mg qui est introuvable. Et le pire, c'est que je me suis dit, mais le nombre en fait de petites mairies où ils ouvrent le truc, ils voient le bulletin, ils doivent le compter comme blanc parce qu'ils sont même pas au courant eux-mêmes qu'il y a une candidature, bah nul, ouais. Bah ouais, parce qu'ils sont peut-être même pas au courant qu'il y a ce candidat. Enfin, et puis de toute façon, le Parti Pirate, on l'a mis dans un énorme truc divers, enfin... c'est bon voilà, là ça aborde plein de trucs, donc je sais pas si je veux parler le bulletin unique, des montants astronomiques pour faire campagne aux élections européennes en 2019. Il aurait fallu, pour qu'on ait des bulletins de vote partout, il nous aurait fallu pas moins de 200 000 €. 200 000 €, bah c'est le prix d'un petit appartement en région parisienne, par exemple. Tout ça pour du papier qui va être utilisé par seulement une toute petite partie de la population, et qui pourrait très bien être utilisé d'une autre façon, avec un bulletin unique qui coûterait beaucoup moins cher à la fois à l'État, parce que finalement l'État, et qui devrait être financé par l'État. En plus, c'est quand même dingue. En plus, l'État finance un bulletin comme ça, un bulletin unique. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que l'État rembourse toutes les campagnes électorales de tous les candidats qui ont fait plus de 5%. Donc ça veut dire que potentiellement l'État aujourd'hui va payer, donc pour les élections législatives, je sais pas, il doit y avoir 10 listes en tout qui ont fait plus de 5%, ou 5 ou 7 listes différentes. Donc l'État va rembourser les bulletins de 7 listes différentes. Et rien que ça, bah en fait on se dit, en fait l'État ils auraient ça leur coûterait tellement moins cher. 7 fois moins cher. Ça aurait pu coûter 7 fois moins cher s'ils avaient payé juste un bulletin pour tous les candidats. Pour que tous les candidats que n'importe qui puisse cocher la case. Et le pire, c'est que tous nos voisins européens font ça. Les voisins européens au Parti Pirate, on en discute avec eux régulièrement. Ils font tous ça, ils ont tous un bulletin unique dans leur pays. Et quand on leur dit, nous en France, on doit payer notre bulletin pour que les gens puissent voter pour nous, ils nous regardent avec des yeux ronds comme des billes, nous disent mais c'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas démocratique. Comment est-ce que vous pouvez participer à une élection? Vous devez payer vos bulletins, mais vous vous rendez compte sérieux du manquement énorme à l'équité démocratique qu'on devrait avoir là avec rien qu'un bulletin unique. Et pour les élections législatives, bah là c'est pareil, c'est 2000 €, et encore 2000 € c'est sur Mutualise tout, parce que sinon c'est 2005 voire 3000 € pour payer rien que les bulletins, les circulaires, les affiches, et après il faut aller les coller les affiches, faut avoir le temps. Et oui, tu sais que ça, moi j'étais même pas au courant quand je me suis renseignée sur la candidature. En fait, je pensais que t'avais une personne. Alors c'est vrai que j'avais pas trop creusé le truc, Non, mais je m'étais dit non mais c'est vrai, des fois je suis naïve, mais tu vois, je m'étais dit en fait t'as quelqu'un qui a toutes les affiches de tous les partis, mais parce que ça devrait être normal. C'est ça en fait, que enfin c'est quand même dingue, ça devrait être normal, parce que dès lors que c'est une élection, tout le monde devrait partir sur le même pied d'égalité. Donc moi si tu veux, je pensais que t'avais une personne qui était payé, et du coup je m'étais dit bah en plus chouette, ça fait un emploi, bon tu vois, gourde comme je suis, et je me dis t'as quelqu'un en fait qui te fait le tour du département. Non mais il te fait le tour du département,
et il te met les affiches de tous les candidats parce que tout le monde part sur un pied d'égalité. Et en fait, tu vois, j'étais sur le Discord des pirates et t'avais quoi, bon là on a collé 20 affiches aujourd'hui dans Paris, puis tu sais, coller une affiche, ça prend quand même un temps fou, quoi. On se rend pas compte, mais ça prend vachement de temps. Donc non, puis après faut marcher. Faut marcher, faut le faire. J'avais fait la campagne des législatives pour le Parti Pirate à Pantin. J'avais collé toutes mes affiches. Je les avais toutes collées. Il y en avait, je sais plus, il devait y en avoir une cinquantaine, un truc comme ça. En 2 jours, j'ai fait 80 km à pied pour coller chacune des affiches sur les panneaux de vote, les panneaux des bureaux de vote. Donc ouais, je me suis tapé, j'ai bien marché ce jour-là. J'avais des cuisseaux après, t'imagines pas. Mais là ici, en fait, ça dépend des moyens de ton parti, parce que je suppose que les partis ont les moyens, les gros partis politiques. Certains partis, je suppose que le candidat, enfin les candidats à la présidentielle, se baladent pas à pied dans la France entière. Non. Ouais, c'est quand même. Si, il y en a certains qui le font. Ouais. Mais non, les grands partis politiques, ils payent des gens. Alors. À la présidentielle, c'est encore différent parce que à la présidentielle, à partir du moment où on a 500 signatures d'élus pour pouvoir participer à la présidentielle, on a un budget de 800 000 € pour faire campagne. Donc 800 000 € hors bulletins de vote qui sont pris en charge par l'État. Les bulletins de vote sont pris en charge par l'État. Du coup, ça implique que, c'est moins conséquent. Et 800 000 €, en fait, 800 000 €, c'est le budget qu'il faut pour faire une campagne électorale nationale. Donc c'est le budget dont on aurait eu besoin, par exemple, pour avoir une campagne complète pour les élections européennes. Complète, c'est-à-dire 100% des bulletins de vote, donc les bulletins pour les bureaux de vote et les bulletins pour les enveloppes à destination des électeurs, plus les circulaires qu'on envoie du coup aux électeurs, et les affiches, une affiche par panneau. Et en plus de ça, même on aurait peut-être eu un peu de marge pour payer des gens pour aller coller les affiches. Mais je suis pas sûre encore, parce que je peux te dire, aux élections européennes, il y a pas mal de gens qui sont allés coller les affiches eux-mêmes, pour les grands partis politiques aussi. Parce que c'est pas si simple que ça, et puis ça coûte cher. Ça coûte cher la main d'œuvre finalement. Non, mais ils ont, en fait, les grands partis politiques, ils ont ce qu'ils appellent la chair à canon. C'est ceux qui vont sur le terrain et qui vont coller les affiches pour les grands élus qui ne mettent jamais un seul pied sur le terrain. Alors que nous, si on s'engage à faire campagne, moi je me suis engagée à faire campagne, ça veut dire aller sur le terrain, coller les affiches. Pour moi, faire campagne aujourd'hui pour le Parti Pirate, c'est pas aller serrer des paluches, participer à des événements et tout. J'ai pas le temps. J'ai un travail, j'ai une vie, j'ai des choses autres à faire. J'ai pas. Et du coup, tu serais sûrement d'accord pour dire la politique ne doit pas être une carrière. Non, la politique ne devrait pas être une carrière, et je vais même plus loin que ça. C'est que on ne devrait pas participer à des élections, on ne devrait pas même être élu pour faire de la politique. On devrait faire de la politique au quotidien, et tu le disais tout à l'heure, il faudrait pouvoir voter tous les mois. Il faudrait que nous, au lieu d'aller voter pour des gens une fois tous les 5 ans qui nous donnent pas satisfaction et qui ne nous rendent aucun compte, il faudrait que nous, on puisse aller soit voter, soit donner notre voix à quelqu'un qui va voter pour nous. Démocratie délégative, on y revient, tous les mois pour tout en fait, pour participer à la vie quotidienne, à la vie de notre société, pour ne serait-ce que contribuer à notre humble niveau avec notre petite voix ou nos délégations, pourquoi pas, à la vie politique et à la décision, à la vie démocratique finalement de notre pays. Moi, je participe aux élections aujourd'hui, c'est pour aider le Parti Pirate. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas d'être élu. Pour moi, être élu, c'est une hérésie. On peut pas. Déjà, j'ai l'impression que les gens qui sont élus, à partir du moment où ils sont élus, ils perdent pied, ou alors ça prend quelques temps, mais ils finissent par perdre pied au bout d'un moment. Et je pense pas que ce soit sain pour une personne normalement constituée d'estimer que elle représente ou qu'elle est l'émanation de la population et qu'elle a le droit, le pouvoir de prendre des décisions en notre nom. Je pense pas que ce soit humainement sain d'avoir ce genre de système, et je pense vraiment qu'il faut qu'on tende vers un système où on n'aurait plus de représentants. Pas de dictature, hein, on est loin de là, on est vraiment à l'opposé total, mais la représentation, la représentativité pour moi, elle est à bout de souffle aujourd'hui, et on le voit, l'abstention est un signe énorme de ce que j'avance là, je pense. On s'en fout des représentants, plus personne va voter aujourd'hui, on n'a pas envie de voter pour des gens. Ouais, c'est sûr. Je voudrais revenir quand même un peu sur les idées du Parti Pirate. Notamment, en fait, moi je l'ai connu pour les idées numériques, et à l'époque, je pensais que le Parti Pirate, voilà, comme je l'ai dit, se concentrait vraiment sur le numérique. Donc déjà, pour toi, est-ce que c'est le seul parti qui s'occupe aujourd'hui de ces questions ?
qu'est-ce qui est le plus urgent aussi à résoudre sur ces questions-là? Est-ce que c'est juste l'accessibilité, la neutralité du net, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça? Et je crois que le gouvernement là a parlé de l'apprentissage du code à l'école, donner plus de lumière à l'e-sport. Est-ce que ça c'est des mesures auxquelles tu crois aussi? Voilà, je sais que j'ai tendance à poser beaucoup de questions en une, mais n'hésite pas à me faire répéter si besoin. Non, mais je vais essayer de répondre à toutes tes questions, Lucie. Alors, sur la question, effectivement, le Parti Pirate était et a toujours été premier sur les questions du numérique. On a toujours dans notre organisation mis ce système, enfin le numérique, Internet et la technologie au cœur de nos décisions. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on utilise les outils numériques pour prendre des décisions. Ouais, tout est fait sur le numérique. Le Discord, voilà, le discours, le Twitch. Toute notre organisation repose aujourd'hui sur les outils numériques. Et pour nous, c'est sain et c'est même bien. Ça veut pas dire qu'il faut demain mettre en place un vote électronique. Ça veut pas dire ça. Ou un vote en ligne. Ça veut pas dire ça. C'est une question hyper compliquée parce que. C'est très compliqué, mais nous on défend pas ça. Clairement. Non, mais je me suis dit en fait ça ferait moins de papier, mais d'un côté là tes libertés individuelles. C'est ça. Non, puis le vote, c'est le secret aussi, et le vote en ligne aujourd'hui ne permet pas le secret du vote. Exactement. Donc, on a fait un choix aussi en faisant ça, c'est qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui effectivement d'avoir le secret du vote, mais on a fait le choix du coup de pas avoir le secret du vote. On assume aujourd'hui les votes qu'on fait. Alors c'est pas évident, c'est un choix qu'on a fait en notre âme et conscience. Maintenant, nous on a un petit parti politique à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle même du monde. La mise en place d'un système de vote mensuel, ce serait tout à fait possible et ça répondrait à la question. On n'aurait pas besoin d'un vote en ligne. Tu mets en place des bureaux de vote tous les mois, tu le dépouilles tous les fins de dimanche, et puis voilà, quoi. Mais, toutes les fins de semaine. Faudrait trouver un système, ouais. Mais c'est tout à fait possible de voter aujourd'hui sans Internet. C'est tout à fait possible. C'est juste que ça nécessite un moment de... Je sais pas, tout le monde vient faire un trait sur la même feuille, je sais pas. Non, mais il y a moyen aussi d'utiliser les outils numériques pour lire les documents aussi. Si on fait des documents avec des cases à cocher, on sait lire aujourd'hui un document avec une case cochée. C'est pas compliqué. À un moment, il y a moyen aussi d'utiliser les outils numériques pour ça. Maintenant, ne pas s'y fier à 100% et faire attention à l'utilisation qu'on en a. Et c'est ça aussi que nous, on défend en tant que pirates. On est une organisation politique, justement, qui, étant donné qu'on a une forte connaissance du numérique et qu'on sait de quoi on parle quand on parle du numérique, on n'utilise pas le numérique à tout va. On va pas tout le temps dire il y a une solution numérique, une solution technologique à ça. On va réfléchir et prendre les pour, les contre et bien peser tout ça pour faire en sorte de prendre une décision qui soit raisonnée et qui soit intelligente par rapport à ça. Donc on n'est pas technobéa, on n'est pas solutionniste à tout va, on va pas forcément toujours dire il y a une application pour ça ou mettre en place une application pour ça comme un certain gouvernement le fait aujourd'hui. Mais on va essayer de apporter une solution ou apporter une réponse à une question en utilisant ce qui est aujourd'hui à notre disposition et ce qui est aujourd'hui au cœur de nos vies. Et c'est effectivement, c'est Internet, c'est les outils numériques. Maintenant, tu vois, sur Internet, le problème, c'est l'autre partie de ta question, le problème sur Internet et sur les outils numériques qu'il y a aujourd'hui et ce à quoi on doit faire face, c'est l'éloignement énorme et ce qu'on appelle aujourd'hui l'électronisme sur le sujet. Le fait de mettre en place des cours de code, c'est bien joli, mais ça sera pas suffisant. Il n'y a pas que ça, c'est pas que du code, les outils numériques, c'est aussi tout un tas de logique et c'est aussi du droit, c'est aussi des libertés, c'est aussi un apprentissage civique important et de savoir quelles sont aujourd'hui les données personnelles, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente et à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut les utiliser contre nous et pourquoi est-ce que c'est important de faire attention à ces données-là. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, il faut pas simplement apprendre aux jeunes à coder. Il faut apprendre aux jeunes, il faut apprendre même à tout le monde, c'est pas seulement aux jeunes. Il faut apprendre aux gens tous les tenants et les aboutissants, tout ce que ça implique, le fait d'utiliser un téléphone, un smartphone, le fait d'utiliser un cloud, le fait d'utiliser une application en ligne, le fait de donner son mail ou de donner son numéro de téléphone à quelqu'un ou à une application quelle qu'elle soit à l'autre bout du monde, ou le fait de mettre sa vie privée en ligne comme la plupart des gens le font aujourd'hui.
mettre des photos de jeunes enfants sur des réseaux sociaux ou ouverts au public où n'importe qui peut se connecter dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et la plupart des gens aujourd'hui utilisent des outils. Ils savent pas. Aujourd'hui, il y a 60. Pas aujourd'hui, mais en 2018, j'avais lu un rapport qui disait qu'il y avait 75% de la population qui était équipée d'un smartphone. Donc 2018, c'était avant la pandémie. Je pense que depuis la pandémie, ça a dû exploser. Et aujourd'hui, on doit être aussi proche que on était dans les années 70 du nombre de personnes qui avaient une télévision dans les années 70. Aujourd'hui, ça doit être à peu près la même quantité de personnes qui a aujourd'hui un smartphone entre les mains. On doit être sur 90 ou 95% de la population qui a accès à Internet d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ultra important, ultra conséquent. Et toute la population confondue. Alors bien sûr, la proportion de jeunes ayant accès à Internet ou d'une manière ou d'une autre accès à un outil numérique permettant d'accéder à Internet aujourd'hui est plus importante que la proportion de personnes âgées. Bien sûr, ça je ne dis pas le contraire. Il y a toujours une partie de la population aujourd'hui plus âgée et parfois jeune aussi malheureusement, mais qui est électroniste, donc qui ne sait pas utiliser un appareil numérique. Mais de plus en plus de gens aujourd'hui ont accès à Internet via un smartphone au minimum. Et ça, mais via des opérateurs privés. Moi, c'est ça qui c'est une question qui me taraude un peu en ce moment. Mais ça, c'est pareil. De se dire, mais en fait, mon droit à l'internet, il est conditionné par le fait que je paye un opérateur privé pour y avoir droit. Alors que, on aurait tout à fait les moyens aujourd'hui, vu tout ce qui a été déployé partout, d'offrir Internet à tout le monde. Ne serait-ce que par la 4G et en plus par la 5G. On aurait tout à fait la possibilité aujourd'hui, et compte tenu de ce que ça représente comme consommation de données et tout, de laisser à n'importe qui la possibilité de se connecter à Internet via les ondes qui sont le réseau Wi-Fi. Ne serait-ce que par le réseau Wi-Fi. Alors bien sûr c'est encore mieux via Internet ou via la fibre, mais effectivement le fait que ce soit des opérateurs privés et qu'on ait besoin de payer un abonnement pour avoir un réseau domestique de Internet, ça c'est un véritable sujet, alors qu'Internet aujourd'hui on en a besoin pour quasiment toutes les démarches de nos vies. C'est un vrai problème et je suis complètement d'accord avec toi, c'est une question qu'on se pose pas suffisamment. De toute façon t'as même plus le choix, parce que dès lors que tu fais un formulaire administratif... Enfin, il y a très peu de choses qui se font par papier, hein, donc... Et quand tu vas, aujourd'hui dans une mairie ou dans un organisme public, tu vas avoir accès à un réseau Wi-Fi public. Et c'est pour ça que je te dis, c'est bizarre quand même. Bah, c'est ce qui est souvent compliqué, c'est que bon, il marche pas toujours très bien, mais ce qui m'embête, c'est que tu dois laisser ton adresse mail. Ouais. Tu dois laisser une empreinte de toute façon, ouais. Tu dois donner tes données personnelles. Ça, c'est ouais. C'est terrible, ça, ouais. Mais tu peux pas avoir ce qui était le rêve des créateurs d'internet au départ, c'était un réseau ouvert à tout le monde, que tout le monde pourrait utiliser pour communiquer. Et aujourd'hui, oui, c'est ouvert à tout le monde, mais il faut montrer patte blanche avant, il faut donner des informations personnelles, ton identité, et parfois à des personnes à qui t'as pas forcément envie de le donner, et puis il faut payer. Alors, l'anonymat sur internet n'existe pas, et franchement, à titre personnel, je pense que c'est bien que ça n'existe pas, l'anonymat sur internet. Après, c'est paradoxal avec ce que je représente, c'est une question assez difficile, parce que moi, il y a des choses de moi qui sont encore là, qui ont 10 ans, et en fait, qui représentent plus forcément ce que j'écris aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est des choses qui me gênent. Mais par contre, je me dis, tout ce qui est vague de haine sur Twitter, c'est hyper facile de se créer un faux profil avec un faux nom, une fausse photo, d'insulter quelqu'un. Finalement, en plus, les entreprises américaines ne faisant pas ce travail-là de modération, en général, ils sont peu inquiétés. Donc ça, c'est un vrai problème. Et mais en fait, ce que tu dis, c'est deux choses qui sont très très similaires. C'est-à-dire ce que toi tu as fait il y a 10 ans et ce que des gens font aujourd'hui. Finalement, c'est ce que tu n'as pas. Oui, moi je l'ai jamais caché entre guillemets. Non, mais peut-être que quand tu publiais ce que tu as publié il y a 10 ans, t'avais peut-être pas conscience que ce que tu publierais pourrait être utilisé d'une manière ou d'une autre contre toi ou exactement. C'était plus ça. Il y avait. Et aujourd'hui, de la même manière, les personnes qui harcèlent les gens sur les réseaux sociaux, en fait, c'est la même chose. C'est que ces personnes-là ne sont pas conscientes que ce qu'elles font peuvent être utilisées, mais vraiment contre elles, et que surtout ce qu'elles font est très dangereux pour les personnes qu'elles visent aussi. Non, parce que t'as ce côté justement par l'anonymat où les gens se sentent complètement invincibles. C'est ça le problème. Moi, les seules personnes qui m'insultent en message privé, pour tout et pour rien, et encore, j'ai pas une notoriété, j'en ai même pas du tout, donc pour te dire, et
moi au moins, quand je m'oppose à quelqu'un sur n'importe quel réseau social, sur une idée, etc., je le fais en mon nom propre. Et après, j'y fais aussi beaucoup de tri, des plaintes à la CNIL, j'en ai je sais pas combien, parce qu'il y a un moment donné, j'ai demandé à ce que des contenus, alors c'était rien de dramatique, mais j'avais écrit, par exemple, à l'époque, je voulais être journaliste dans tout ce qui était culturel. Donc, comme toute étudiante, tu commences à faire un petit peu tes blogs, à publier pour des webzines en ligne, hyper amateurs, etc. Mais à l'époque, ça te fait ta petite expérience. Sauf que 10 ans après, t'es là, t'as acquis un certain réseau dans le journalisme, et en fait, t'as peut-être pas envie que le premier truc qu'on trouve sur toi, c'est des choses que t'as écrit il y a 10 ans, donc c'est-à-dire pas avec la même plume, pas avec la même culture, pas avec le même regard. Donc c'est plus là où ça m'embête, mais par contre, jamais ça me viendra à l'idée de faire un faux compte pour parler de mes idées. Sinon, je ferais pas ce podcast. Et d'ailleurs, l'épisode qui sortira avec toi, c'est un des épisodes où je vais le plus me livrer sur ma vie aussi. En fait, c'est la différence entre l'anonymat et le pseudonymat. C'est-à-dire que tu as le droit... Et c'est tout à toi, enfin il y a que toi que ça regarde, tu as le droit de publier des choses sous pseudonyme, et même j'ai envie de te dire, t'as même le devoir de le faire, parce que finalement ça aide beaucoup de faire des choses sous pseudonyme. Mais au Parti Pirate, justement, tout le monde a un pseudo. Un pseudo, ouais. Et moi j'ai rejoint aussi d'autres groupes, des groupes de désobéissance civile, où en fait on fonctionne tous par pseudo. Ouais. Mais c'est un monde qui est tout nouveau pour moi, donc je t'en parle, c'est ça. Moi, j'arrive déjà pas à trouver mon pseudo, donc ça fait 5 ans, ouais. Tu vois, moi c'est pareil. Ouais, mon pseudo c'est mon prénom, donc mais ça fait 5 ans que je travaille bénévolement, que je milite au Parti Pirate, et c'est vrai que au départ ça fait drôle parce que tu parles avec des gens et tu dois parler avec ces gens en utilisant leur pseudo, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est naturel au départ. Après, quand t'as la culture d'internet et que tu as passé toute ta jeunesse sur des forums ou sur des chats ou sur ce genre de choses, ce qui est mon cas, du coup c'est pas si difficile que moi, enfin c'est pas si insurmontable pour moi d'avoir ce comportement-là, d'utiliser des pseudos pour m'adresser aux gens. Mais je comprends qu'effectivement pour quelqu'un qui n'est pas du tout de ce monde-là, ce soit complètement nouveau, mais c'est encore une fois, le pseudonymat pour moi c'est quelque chose d'important, parce que ça permet vraiment de protéger des populations, de personnes qui aujourd'hui ont leurs données personnelles qui sont à la disposition de leur employeur, de leur famille, de tout leur entourage et de toutes les personnes, enfin de la sécurité sociale, du ministère, de n'importe quelle personne qui va vouloir chercher des informations à ton sujet. Donc le coup d'avoir un pseudonyme, je pense que c'est important. Le fait de dire que nul n'est anonyme sur Internet, pour moi, c'est aussi important que le fait de dire que un pseudonymat, c'est important. C'est-à-dire que à partir du moment où sous pseudonyme, tu fais pas de choses qui sont illégales, il n'y a pas de raison que tu sois inquiété. Il n'y a pas de raison qu'on aille chercher ton identité personnelle et qu'on aille creuser à ton sujet. Et c'est aussi ça aussi, parce que le pseudonymat, comme tu dis, au Parti Pirate, effectivement, il y a un pseudonymat au Parti Pirate, mais il y a une partie des membres du Parti Pirate qu'on a élus pour ça, qui savent qui se cache derrière tel ou tel pseudonyme. Donc si jamais une personne derrière un pseudonyme commence à harceler, menacer, agresser des gens au Parti Pirate, cette poignée de personnes qu'on a élues pour ça et en qui on a pleinement confiance pour ça, va prendre les informations personnelles de cette personne violente et agressive et menaçante et déposer une plainte et accompagner les victimes qui sauront aller les voir pour déposer cette plainte et pour confronter ces personnes et leur dire voilà, d'accord, t'avais le droit au pseudonymat comme tout le monde, sauf que là t'as merdé mon grand, et donc maintenant tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Et ça, c'est pour ça que je te dis, je pense que l'anonymat sur Internet, c'est pas bien. Sauf que l'anonymat sur Internet, ça n'existe pas. Le pseudonymat sur Internet, c'est bien. Le pseudonymat sur Internet, ça a ses limites. À partir du moment où tu dépasses ce que tu dépasses en fait ce que la loi te permet de faire, donc à partir du moment où tu empiètes sur les libertés individuelles des autres, à partir du moment où tu agresses, menaces ou deviens violent vis-à-vis d'une autre personne, à partir de ce moment-là, ton pseudonymat, tu fais une croix dessus. C'est à partir de ce moment-là où tu dois te dire ah bah là, dans ce cas-là, je dois faire affronter les conséquences de mes actes. Et oui, on va déposer plainte contre moi. Et oui, je vais subir ce que je dois subir parce que j'ai été quelqu'un d'odieux ou de profondément méchant et de violent. Et donc là, à ce moment-là, c'est important qu'on fasse une nette distinction entre le pseudonymat qui est pour moi bien et qui est important pour séparer ta vie personnelle de ta vie professionnelle,
que a priori moi j'expérimente tous les jours au quotidien, tu vois. Le pseudonymat pour moi c'est important malgré tout, mais faire la différence entre le pseudonymat et l'anonymat. Le pseudonymat il est choisi, l'anonymat il n'existe pas en vrai sur internet. Mais voilà, après c'est un long débat qu'on pourrait avoir et qu'on a aussi régulièrement. Bah ça, c'est que là j'ai envie d'avoir plein de débats avec toi sur tous les sujets et j'ai envie qu'on aborde tous les points, mais là on peut pas le faire, donc je pense qu'on trouvera une autre forme de le faire. Après je renvoie évidemment les gens sur le site du Parti Pirate pour déjà se faire une première idée, déjà lire le code, ensuite lire le programme. Ensuite ne pas hésiter à te rejoindre sur Twitter pour voir ce que tu fais, à venir sur les Discord, sur le Discord, ou même venir suivre les live Twitch et finalement après éventuellement adhérer. Voilà, mais j'ai quand même envie qu'on revienne un peu sur toi personnellement. En fait, cette envie d'engagement, parce que je la sens, tu vois, quand tu parles, comment elle est née? Est-ce que depuis très jeune, en fait, t'avais envie de faire de la politique? Et pourquoi du militantisme politique, puisque il y a tellement de formes d'engagement aujourd'hui, et surtout quand on voit ce qu'est la politique aujourd'hui, et comme le Parti Pirate n'essaye pas de rentrer dans le système politique actuel, on a tendance à se dire mais pourquoi elle est pas partie dans du militantisme activiste, voilà. Mais du coup ça vient d'où tout ça, tout cet engagement, tout ce... Alors moi j'ai commencé très jeune à faire entre guillemets de la politique, ce qui n'était pas pour moi de la politique à l'époque, mais c'était juste je voulais juste participer à la vie locale et je me suis Est-ce que tu écrivais des petits programmes dans ta chambre, moi présidente, j'ai fait ça un temps, je voulais planter plus d'arbres. Alors non, moi je me présentais à des élections dès qu'il y avait l'occasion qui se présentait, de me présenter à des élections. Les délégués, ouais, je me suis présentée quand j'ai eu 9 ans, je me suis présentée au conseil municipal des jeunes et quand j'étais toute petite, tu vois. Et j'ai été élue conseillère municipale des jeunes. Et puis en fait, ce qui s'est passé surtout dans ma vie, c'est que j'ai déménagé. Donc j'ai déménagé. À chaque fois, je dis j'ai déménagé 25 fois. Et on me regarde, non mais t'as déménagé. Ouais, je pensais avoir un plus gros record. Et quand t'as mis ça sur Twitter, j'ai dit bon ça va, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai vraiment déménagé vraiment 25 fois. Et encore j'ai déménagé plus de fois que ça. Mais j'ai pas tout mis, mais j'ai déménagé 25 fois. Et donc là, je suis arrivée à mon 25e déménagement, j'aimerais bien m'arrêter. Et c'est pas vraiment par choix, parce que j'aimerais bien ne pas déménager. Mais le problème, c'est que comme je déménageais régulièrement, c'était difficile de m'engager sur des mandats ou sur des représentations des gens autour de moi. Donc j'étais déléguée, et puis j'étais déléguée de classe, puis je déménageais. En fait, toutes mes années se terminaient, j'ai déménagé, du coup, j'étais plus déléguée de classe. Et quand je me présentais à des élections de délégués, je disais mais moi je veux pas vous représenter à proprement parler, je veux juste m'exprimer parce que je sais que je parlais, en gros je savais parler aux adultes et du coup je savais parler aux adultes et donc je disais moi ce que je veux c'est juste parler pour vous, si vous avez un truc à dire vous me le dites et moi je le dis pour vous quoi, parce que je sais le dire et je sais comment le dire et je vais pouvoir m'exprimer à votre place. Et je veux pas prendre des décisions à votre place, ça m'intéresse pas. Si on a des décisions à prendre, on les prend ensemble. Et puis moi, je dis juste qu'est-ce qu'on a décidé. Donc pour moi, être délégué, c'était pas être représentant, c'était pas être le chef de classe ou ce genre de choses. C'était vraiment être délégué, quoi. En gros, être la personne sous fifre à qui tu donnes les trucs et que tu dis voilà, maintenant tu sais ce qu'on veut. Tu vas voir le président, pas le président, mais tu vas voir le professeur principal et tu lui dis ce qu'on veut. Et du coup, ça a été ça à chaque fois que je me présentais à une élection. À chaque fois, c'était avec cette optique-là. Et du coup, j'ai jamais voulu faire de la politique. Je voulais pas rentrer dans un parti politique. Je voulais pas rentrer dans un syndicat. Je voulais pas m'engager dans un engagement militant politique. En tout cas, ça m'intéresse pas parce que je trouvais que les partis politiques étaient tous pourris. Et vraiment, j'avais l'impression, ce système de représentativité, ça m'a toujours, et avant même que je rejoigne le Parti Pirate, avant même que je commence à travailler chez les Verts, avant tout ça, j'étais déjà en mode non mais la représentativité c'est de la merde, avoir des représentants c'est nul et c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner la vie. Et du coup je pensais vraiment pas travailler là-dedans ou m'engager là-dedans. Je suis juste à un moment à la fin de mes études, j'ai voulu rejoindre un parti politique par volonté de faire quelque chose de mes journées et par volonté de m'engager. C'était pas vraiment un parti politique au départ que je voulais rejoindre, mais j'ai juste c'était les élections de 2009-2010, c'était au moment où il y a eu la création d'Europe Écologie et cette organisation-là, j'avais l'impression que c'était quelque chose de différent.
je trouvais que que c'était une dynamique intéressante avec plein de chefs de file et qui me donnait l'impression de pas avoir un chef leader suprême important, mais plutôt plein de personnes avec des profils différents. Du coup, j'ai rejoint cette organisation-là à travers un mouvement de jeunesse et quelques mois plus tard, j'ai été embauchée. Donc c'était vraiment purement coïncidence. J'avais personne dans ma famille qui faisait de la politique, je connaissais personne dans ce parti. J'ai été embauchée par hasard dans ce parti-là et c'était pas une vocation au départ, j'avais pas envie de faire ça. Et quand j'ai commencé à travailler là-dedans, je m'étais dit je vais essayer de changer les choses de l'intérieur, je vais essayer de me mettre dedans pour changer les choses de l'intérieur plutôt que de rester à l'extérieur parce que de toute façon à l'extérieur ça marchera jamais. Et donc je m'étais dit on va essayer de le faire de l'intérieur, voir comment ça marche, comprendre comment fonctionne le système et une fois que je comprendrai bien comment fonctionne le système, on pourra peut-être l'utiliser, s'en servir pour le détourner, le contourner et tout. J'étais déjà plus ou moins pirate à l'époque. Ouais, c'est ça. Et au final maintenant j'ai compris que en fait les Verts c'était un parti comme les autres. Du coup que en fait c'est un parti tradit qui servait pas à grand chose et rejoindre le Parti Pirate c'était assez fallait que je reste en politique parce que enfin pour moi la politique être dans un parti politique ça nous permet vraiment de toucher du bout des doigts les niveaux de prise de décision réels en fait parce que militer dans une organisation c'est bien, c'est vachement bien, je dis pas le contraire, c'est très bien, il faut militer dans les organisations quelles qu'elles soient, il faut s'engager pour toi t'en as ou à côté ou j'ai le essayé parti mais te prend... en fait j'ai essayé de m'engager dans des associations. Le problème, c'est que la plupart des organisations associatives, elles ont un fonctionnement qui m'énerve parce que D'accord. c'est toujours vertical avec des conseils d'administration, des bureaux qui prennent toutes les décisions et tout. Et une fois que t'as goûté au Parti Pirate et à ce système-là, c'est difficile de revenir. Donc avant, quand j'étais salariée d'Europe Écologie Les Verts, j'avais pas le temps de m'engager dans une autre association. Et en rejoignant le Parti Pirate, ça a été difficile au début. Et puis après, je me suis dit, maintenant j'ai un peu plus de temps, je vais m'engager ailleurs. Et puis j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme. Et en fait, toutes les discussions de la Ligue des droits de l'homme, du groupe local de la Ligue des droits de l'homme, ça tourne autour du bilan moral, bilan financier, enfin des trucs dont je me fous complètement. On va jamais parler de concret. Au moment où on va parler de concret, la seule fois où on a parlé vraiment d'un truc concret, après je suis allée qu'à une seule ou deux réunions, je crois, c'était la Ligue des droits de l'homme veut changer de nom, c'est pas bien, c'est nul. Et j'étais là, mais en fait, qui s'en fout du nom de la Ligue des droits de l'homme? Au final, à la fin, c'est la même chose, tu vois. Enfin, l'objet de la Ligue des droits de l'homme, il est quand même assez important, quoi. Donc, il y avait d'autres trucs qui étaient menés, mais ce coup de passer son temps à parler du fonctionnement, des statuts, de machin, c'est ce que j'avais vécu avant chez les Verts, c'est ce que j'avais vécu avant dans d'autres organisations où tu perds ton temps, tu passes des heures et des heures à te poser la question de comment est-ce que tu dois voter tel ou tel truc, alors qu'au final, concrètement, t'avances pas. Et c'est ce côté de fonctionnement d'organisation que du coup j'ai du mal à retrouver ailleurs, qu'on a au Parti Pirate et que j'arrive pas à retrouver ailleurs. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui c'est difficile de m'engager dans une autre structure que celle-ci. Après le problème c'est que j'ai tendance à pas être j'arrive pas à m'engager un petit peu, c'est-à-dire que soit je m'engage entièrement, soit je m'engage pas. Et si je m'engage entièrement, ça donne le Parti Pirate, tu vois. C'est un moment et donc je sais que quand j'arrive dans un groupe, j'ai tendance à donner un grand coup de pied dans la fourmilière la plupart du temps, à poser un peu des questions qui fâchent ou à mettre les gens face à leurs contradictions, et soit ça passe soit ça casse. Donc quand j'ai rejoint le Parti Pirate, c'est passé. Quand j'étais chez les Verts, c'est pas passé. Et ça a été assez compliqué de justement les mettre face à leurs contradictions et leur montrer qu'ils étaient pas aussi vertueux qu'ils voulaient montrer, qu'ils prétendaient l'être. Et le Parti Pirate, quand je les ai mis face à leurs contradictions, ils m'ont dit ok, d'accord, on a compris Florie, maintenant tu vas nous dire quoi faire. Et du coup on a pris ensemble, mais j'étais pas toute seule, il y avait d'autres personnes avec qui on a travaillé, on a pris ensemble toutes les contradictions que j'avais pointées, on a regardé tout ce qui allait pas et on a retourné complètement le fonctionnement. Et aujourd'hui c'est pas parfait, clairement c'est pas parfait, mais moi je reviendrai pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et du coup quand je vais dans une autre organisation aujourd'hui, militer dans un autre truc, n'importe quoi, j'ai l'impression de revenir en arrière quand même, et ça j'y arrive plus. Mais du coup pour toi, quelle est la définition du militant? C'est quoi pour toi, être militante?
J'adore cette question parce que j'ai plein de réponses différentes, tout aussi intéressantes. C'est compliqué comme question. Ouais, t'es pas la seule à me le dire, mais je suis désolée, j'ai choisi ça comme question signature. T'as raison. Un militant ou une militante, c'est une personne qui va passer son temps libre ou le temps qu'il a la possibilité de donner pour défendre ses idées. Les idées qui lui tiennent à cœur et les c'est ma définition, après t'en fais ce que t'en veux, et les projets, les envies, les volontés en fait les grands changements qu'il a envie de voir dans le monde. Et alors ça peut être des petits changements, hein, ça peut être des petites choses, mais des petites choses qui vont faire que derrière le monde il va être meilleur à vivre pour beaucoup d'autres personnes. Alors après j'ai du mal à dire parce que pour moi un militant c'est quelqu'un qui va militer pour quelque chose de positif. Donc du coup j'ai du mal à dire que quelqu'un qui va militer pour rétablir la peine de mort, tu vois, je trouve que j'ai du mal à dire. C'est vrai que ouais, c'est ça, c'est exactement la question que j'ai avec mon podcast et avec les gens que je reçois. Parce que finalement, moi, ça m'intéresse pas du tout d'aller interroger quelqu'un qui va me faire son militantisme contre le droit à l'avortement ou que sais-je. Mais ça, pour moi, c'est pas militant, tu vois. Ça, c'est pas militant. Le fait de évidemment, oui, mais par exemple, on dit militant politique d'extrême droite, tu vois. Mais c'est là où, du coup, j'ai du mal avec ça. C'est, pour moi, quelqu'un qui va militer, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de rendre le monde meilleur. Après, c'est vrai que on peut dire que quelqu'un qui est militant, c'est mais pour ces gens-là, mais il y a des gens pour qui le monde meilleur, ce serait un monde raciste, les naissances, les trucs, c'est possible, la religion, autre. Mais c'est vrai que du coup, un militant, finalement, c'est chacun est militant de la façon dont il a envie de l'être. On peut pas dire que c'est vrai que c'est compliqué comme question. C'est une question très compliquée. Après, je sais pas, il y a pas, comme tu le disais, il y a pas une réponse. Pour moi, quelqu'un qui est militant, c'est quelqu'un qui va vraiment donner du temps, de son temps, pour une idée. Pour rendre un monde meilleur. Pour rendre un monde meilleur selon lui, bien sûr, tout est subjectif. Non, mais moi je trouve que c'est une très bonne définition. Du coup, merci Florie, on arrive à la fin. Moi je vais inviter les auditeurs à te rejoindre, mais notamment sur Twitter. J'adore suivre ce que t'écris là-bas, sur ta vie, mais aussi sur le parti. Enfin, c'est ça, il y a un mélange assez sympa entre les genres. Voilà, et bien évidemment aussi à suivre et découvrir le Parti Pirate au niveau du site internet, des ressources, venir voir peut-être une réunion Twitch. Voilà, de toute façon dans ma newsletter j'ai publié toutes les ressources nécessaires. Je sais pas si t'as une idée d'une personne que je pourrais recevoir sur ce podcast éventuellement, quelqu'un. Alors personne n'a non plus la réponse à cette question. Je crois que va falloir que je revoie mon format. Le truc c'est que j'ai pas envie de faire des jalouses parce que je te donnerai forcément le nom d'une femme et il y a tellement de femmes super intéressantes à interviewer, franchement, tellement que du coup j'ai pas envie de faire de jalouses. Donc je te les donnerai, mais en off. Ouais. Ok. Après. Bah ouais, justement, on va aller boire un petit coup là sur la terrasse d'en face qui m'a l'air très sympa. Et puis on va discuter aussi de nos engagements respectifs, notamment moi qui suis un petit peu nouvelle dans le parti. Et puis on se retrouve très vite. Alors je sais pas, pour un nouvel enregistrement ou autre chose. On va trouver un format pour pouvoir développer ça. Et voilà. En tout cas, je te dis à très bientôt, Florie. À bientôt, Lucie. Merci beaucoup. Salut. Cet épisode en compagnie de Florie Marie est maintenant terminé. Si vous voulez en apprendre plus sur le Parti Pirate, vous pouvez bien sûr découvrir le programme sur partipirate.org et voir si vous vous reconnaissez dans le code pirate, qui sont les valeurs et les fondements de cette organisation. Je vous invite aussi à suivre Florie Marie sur Twitter, plutôt active et réactive à l'actualité. Aussi, je souhaiterais vous inviter à découvrir les autres épisodes du podcast. Celui avec Carfa Diallo sur le travail de mémoire et le passé esclavagiste de la France, ou encore celui avec Arthur Germain Hidalgo sur l'abstentionnisme politique et l'idée d'un nouveau monde. Je serais aussi ravie d'avoir des contacts de personnes que vous connaissez et qui voudraient venir parler de leur association, de leur mandat ou juste de leur chemin militant autour de mon micro. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel hiver et on se retrouve très vite. D'ici là, n'oubliez pas, engagez-vous.